voies maritimes et corridors alternatifs. Monsieur le professeur, la parole est à vous. Je vous remercie beaucoup, chère madame. Alors, j'aurai une intervention, disons, je m'introduis dans je dirais, dans le créneau juridique. J'aurai une analyse juridique et géopolitique des détroits dans une première partie, et dans une deuxième partie, j'évoquerai la maîtrise du scénario du contrôle du détroit d'Ormuz par Téhéran d'un point de vue plutôt géopolitique. Voilà, je fais, disons, un mélange géographico-juridique et géopolitique. Alors, sans plus tarder, le premier point, l'analyse juridique et géopolitique des détroits. Le commerce mondial, comme vous le savez, est jalonné de ces verrous géographiques que sont les détroits. Il y a 14 points qui verrouillent le commerce mondial. Proche d'Ormuz, il y a les Dardanelles, le Bosphore, Bab el-Mandeb, Suez. Plus au sud, il y a Oressoun. euh, euh, Excusez-moi, plus au nord, il y a Oressoun, Pas-de-Calais, Gibraltar, Panama, et enfin plus au sud, donc Taïwan, Malacca, Makassar, la Sonde, Lombok. Ce sont des véritables goulets d'étranglement qui concentrent tout, hein, marchandises, bases militaires, câbles de communication, entre autres, mais aussi les tensions diplomatico-stratégiques les plus explosives pour la stabilité mondiale. Ces bras de mer sont devenus les articulations névralgiques de tous les échanges mondiaux, avec quelques acteurs qui détiennent les clés de ces portes océanes. Alors, quelle est la définition d'un détroit? En géographie, un détroit, c'est un bras de mer plus ou moins resserré entre deux côtes et qui sépare deux étendues d'eau, un passage de mer entre deux terres, mais sans délimitation stricte de l'étendue des mers concernées. Par exemple, le détroit du Bosphore ne mesure que 700 mètres de large par endroit, alors que le canal du Mozambique, qui sépare Madagascar de l'Afrique, ou le détroit de Fram entre le Groenland et Svalbard, mesure environ 400 km à leurs points les plus étroits. Entre l'Iran et Oman, le détroit d'Ormuz mesure à son point minimal 29 000 nautiques, c'est-à-dire 53 km. C'est pas la taille qui fait le détroit, hein, c'est plutôt la fonction qui est ici double, à la fois de séparation et de mise en contact. Le détroit sépare autant qu'il relie. Détroit vient du latin distringere, qui signifie aussi bien maintenir, écarter que lier. Alors séparation, parce que le détroit est une sorte de porte, hein, qui isole deux mers ou deux océans entre eux, et mise en contact, parce que c'est un lieu qui favorise les échanges, trafic maritime, bien sûr, mais c'est aussi dans les détroits que l'on installe le plus grand nombre de câbles maritimes de communication. Dans la grande famille des détroits, on inclut généralement leurs cousins artificiels que sont les canaux. Le canal de Panama, le canal de Suez sont des détroits artificiels créés de toutes pièces pour réduire les distances, même si le statut juridique est différent. On a considéré le détroit comme un seuil de passage entre deux espaces maritimes, soit de haute mer, soit d'espace de mer intérieure. L'important, c'est qu'il relie deux espaces maritimes et de fait, il y a certains canaux qui jouent ce rôle. Alors, la délimitation de la possession maritime est particulière pour les détroits. La règle initiale des 3000 marins, 5,5 km, a été remplacée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay, en Jamaïque, en 1982, qui consacre pour chaque pays la possession de ses eaux territoriales dans la limite de ses 12 000 marins. À partir de ses côtes, c'est environ 22 km. Donc, c'est la gestion des lois, de la pêche, de la police, auquel il faut ajouter évidemment la zone économique exclusive, la célèbre ZEE, qui s'étend jusqu'à 200 000 nautiques, environ 370 km, et dans laquelle un État peut exploiter toutes les ressources naturelles qui s'y trouvent. Alors, nos détroits posent donc la question du calcul de ces zones à partir du moment où l'espace est resserré. C'est le calcul de l'équidistance qui a été choisi, et l'on voit ainsi à Hormuz combien la possession des petites îles qui le jalonnent fut un objectif stratégique, puisque la propriété de ces espaces insulaires, hein, petite tombe, grande tombe, Abou Moussa, sur lequel l'Académie géopolitique de Paris, sous la direction de Ali Razbin, a produit un ouvrage de référence, était une opportunité pour augmenter les eaux territoriales, ces petites îles. La quasi-totalité des détroits les plus stratégiques du monde se retrouve donc dans les eaux territoriales des pays voisins, et c'est pourquoi le droit international public prévoit un droit de transit qui doit permettre la libre circulation des navires dans ces passages. Si le détroit est international, la Convention prévoit vraiment une liberté de transit, et dans ce cas, l'État côtier a très peu de marge de manœuvre.
Théoriquement, un pays ne peut donc pas verrouiller un détroit. Mais dans la pratique, on le sait, c'est très différent, comme on le voit en ce moment avec Hormuz. Le détroit est donc une confrontation, je dirais, dans l'ordre pratique, entre deux notions qui s'excluent mutuellement a priori, la libre circulation et les eaux territoriales. On voit que l'Iran, aujourd'hui, a été poussé par l'état de nécessité. Dans la pratique, les détroits connaissent une importance stratégique en fonction de l'intensité du passage et du nombre de navires qui les empruntent. Comment on peut le savoir? Notamment grâce aux balises AIS qui transmettent en direct le positionnement du bateau, mais tous les bateaux ne sont pas tenus d'en être équipés d'une part, et certains d'entre eux peuvent l'éteindre en fonction de leur stratégie de navigation d'autre part. Donc tout cela est un peu relatif. Les détroits en sont venus à structurer toute l'économie de la planète parce que la mer n'est pas un grand espace vide. Et c'est ça qui est très important pour comprendre l'effet cumulatif à partir de la crise sur le détroit d'Ormuz. La carte des routes maritimes mondiales nous apprend que l'espace de la mer est un authentique réseau. Il y a des lignes, des points de passage, des correspondances. Ce qui veut dire que s'il existe un problème dans un des points de passage, alors c'est tout le réseau qui connaît des difficultés. Tout ce système est donc hyper vulnérable. Aujourd'hui, à Hormuz, un grand nombre de navires attendent statiquement quoi savoir faire. Cela est dû premièrement au faible nombre de points de passage cités plus haut, 14 points de passage fondamentaux dans le monde, et deuxièmement à l'augmentation du trafic maritime qui a amené certains de ces points à saturation. Car le trafic maritime mondial est en plein essor. La totalité du trafic de marchandises transportées par les mers a été multipliée par 5 depuis les années 70, passant de 2 à 11 milliards de tonnes métriques transportées. Le commerce maritime, qui représentait 75% du commerce mondial en 1999, en représente aujourd'hui plus de 90%. Mais au-delà de ces éléments statistiques, toute cette vulnérabilité est aussi due à une pratique logistique, c'est le juste à temps. L'idée est de constituer et de transporter des marchandises, mais de ne plus avoir de stock pour pouvoir économiser les coûts. Le stock n'est pas sur terre, mais en mer, dans les bateaux. La marchandise circule en flux continu, et donc si un navire, et notamment un porte-conteneur, est à l'arrêt, le prix à payer est colossal pour l'armateur, les assureurs, etc. L'enjeu est donc à ce moment de transporter la marchandise qui est bloquée sur d'autres embarcations capables d'apporter la marchandise sur les marchés initialement prévus. Et pour ce faire, il faut créer, utiliser d'autres infrastructures capables d'opérer ce transbordement, ce qui coûte très cher, prend beaucoup de place et de plus, tous les ports et tous les terminaux du monde n'ont pas forcément la capacité de l'effectuer. La ponctualité devient alors essentielle, les retards se payent très cher, les livraisons étant planifiées des mois à l'avance, l'effet de domino est donc immédiat. On se souvient en 2021 de l'échouage dans le canal de Suez du porte-conteneur Ever Given, qui va le bloquer pendant 6 longs jours. Plus de 400 navires ont été contraints d'attendre la réouverture du canal avec des usines européennes à l'arrêt parce qu'il manquait par exemple des composants produits en Asie. En ce qui concerne Hormuz, sa pertinence géopolitique repose sur le flux des hydrocarbures, gaz naturel et GNL, et pétrole. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute notre activité commerciale mondiale est bâtie sur ces points de passage dont les vulnérabilités sont totales. Vulnérabilités techniques liées à leur largeur, à leur profondeur, qui ne leur permettent pas d'accueillir tous les navires. Par exemple, le détroit de Bosphore ne mesure qu'une trentaine de kilomètres, mais sa traversée est extrêmement longue, car il est étroit en zone urbaine, traversé par des navettes, par des ferries. La vulnérabilité économique ensuite, comme on vient de le voir avec la politique du juste à temps et tout l'effet domino qui en découle. Vulnérabilité politique, car ces détroits sont souvent situés dans des zones à risque. On a pu le voir avec les nombreuses attaques de la piraterie maritime, par exemple. Vulnérabilité environnementale. En 2023, une sécheresse va restreindre dans le canal du Panama le tirant d'eau, avec un impact considérable sur le trafic. Une vulnérabilité militaire, enfin, lorsque ces détroits sont entraînés dans des crises majeures situées dans ces zones. Pardon. Alors, comment, je parlais des routes maritimes, comment contourner les détroits? Quelle politique de substitution possible? Il y a des solutions qui existent, mais qui représentent un coût très important. Ce sont des frais supplémentaires, des dépenses de carburant, des retards.
un temps extrêmement rallongé et surtout de nouvelles infrastructures nécessaires, car encore une fois, tous les territoires des détroits majeurs se sont organisés en fonction de ce trafic intense, attiré par les détroits qui progressivement sont devenus indispensables à l'économie du monde. L'Asie peut contourner tout le Moyen-Orient par l'Afrique du Sud, par exemple, par le Cap, et remonter l'Atlantique. Par exemple, si on prend Bombay-Le Havre, ça représente 21 000 km par le Cap, plutôt que 11 000 kilomètres par Bab el-Mandab et le canal de Suez. On se rend compte du coût supplémentaire que ça représente. L'autre alternative aurait pu être les routes terrestres, lorsque c'est possible. Mais aux Émirats arabes unis, on a pu apercevoir que l'alliance des blocus et des missiles et des drones iraniens a réduit cette option à presque néant en immobilisant l'éléoduc Fedjoura Abshan par des frappes sur le terminal. Comparons les capacités, là où un train, enfin, comparons les capacités, là où un train transporte 100 conteneurs, les plus gros porte-conteneurs peuvent en transporter 24 000. Je passe donc à ma deuxième partie, c'est-à-dire à la maîtrise du scénario du contrôle du détroit par Téhéran. La République islamique d'Iran, depuis le 28 février 2026 et jusqu'à maintenant, a démontré une véritable capacité d'exercice de puissance stratégique considérée sous plusieurs aspects. Tout d'abord, la capacité d'avoir résisté au choc d'une guerre dissymétrique et non asymétrique. Dissymétrique parce que l'Iran est une grande puissance et non pas une puissance trop limitée comme on décrit les rapports asymétriques en termes stratégiques, notamment en ayant réussi à être passé d'un conflit régional à l'échelle mondiale par la gestion stratégique du détroit d'Ormuz. Téhéran dispose de l'aptitude d'influer sur l'intensité du conflit en contrôlant, en fermant, en choisissant l'intensité du trafic maritime passant par le détroit d'Ormuz et en utilisant les moyens militaires appropriés pour ce faire. J'ai rappelé lundi que côté américain, cette guerre avait été lancée malgré les avertissements du renseignement américain et militaire à l'administration et au président. Les services de renseignement avaient exprimé des réserves sérieuses avant le déclenchement du conflit, parce que ces agences avaient alerté la Maison-Blanche environ une semaine avant le 28 février 26 sur deux risques majeurs. La fermeture possible du détroit d'Ormuz et la probabilité subséquente, si vous voulez, d'un conflit long et difficile à maîtriser. Ces avertissements concernaient en particulier la vulnérabilité du trafic pétrolier mondial et l'impact économique global qu'aurait eu une interruption durable de la navigation du Golfe. Dans l'armée, on négocie toujours intellectuellement le rapport de proportion entre une attaque militaire et ses conséquences. Cela n'a pas été pris en compte côté américain. Les analyses évoquaient également la capacité de l'Iran à mener une stratégie d'usure fondée sur des frappes asymétriques, des attaques indirectes, la mobilisation de ses alliés régionaux. Ainsi, les objectifs initiaux se sont révélés pour les Américains beaucoup plus difficiles à atteindre que prévu, parce que les coûts ont augmenté et parce que la perspective d'un conflit long est devenue plausible. Depuis le début des hostilités, plusieurs éléments vont dans ce sens. Un, les tensions sur le détroit d'Ormuz, on l'a dit. Deux, les attaques lourdes contre les installations américaines dans la région du Golfe. Et trois, la mobilisation des alliés de l'Iran, avec une instabilité croissante des marchés mondiaux. Le trafic du détroit d'Ormuz apparaît contrôlé par les gardiens de la Révolution et on observe une chute du trafic. Peu de pétroliers ou des pétroliers alliés, des méthaniers alliés acceptent d'être escortés par certaines marines occidentales. C'est beaucoup trop dangereux et pour cause. L'armada navale américaine peut durer longtemps sur zone, sur place et encore, mais les navires doivent rentrer au port pour se recompléter en munitions. Les manœuvres maritimes révèlent à tout le moins une incapacité occidentale américaine à choisir une tactique et une stratégie adaptée à la gestion du théâtre d'opération qui est devenu Hormuz. Par ce contrôle maritime, l'Iran a également réussi à créer un espace diplomatico-stratégique favorable, et ce, entre les alliés traditionnels, États-Unis, Union européenne, puisque, à leur tour, les Européens tentent également de peser sur la situation entourant le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique devenu l'un des points névralgiques du conflit. Sans avoir répondu à l'appel du président américain, qui a demandé l'appui de ses alliés pour sécuriser la zone. Je vous rappelle, le 17 avril à Paris, Emmanuel Macron et Keir Starmer ont présidé une conférence à l'Élysée avec 50 pays, des représentants d'institutions internationales, pour préparer une mission internationale strictement défensive destinée à sécuriser le passage une fois le cessez-le-feu consolidé. Un message renouvelé lors du sommet européen informel à Chypre le 24 avril.
Donc, dans un contexte de relations compliquées avec Washington, qui use toujours de la menace et de division sur la question israélienne concernant l'accord d'association qui les lie, les Européens ont tenté de maintenir un fragile équilibre. Néanmoins, d'un point de vue géopolitique, la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient sont étroitement liées à celle de l'Europe. C'est un voisinage stratégique crucial. La guerre en Iran, le blocage du détroit d'Ormuz ont mis en avant deux problématiques majeures sur le plan de l'énergie pour l'Union européenne. La difficulté des États membres à réagir de manière harmonisée d'une part, et la dépendance énergétique de l'Union européenne, d'autre part, surtout si on le relie avec la guerre en Ukraine et les sanctions que les États-Unis ont contraint les pays européens à prendre. Téhéran a commencé à laisser passer des pétroliers à destination de la Chine et de l'Inde dans le détroit d'Ormuz, tout en maintenant les cargaisons à destination de l'Occident eh bien, bloquées. La plupart des pays du Golfe ont arrêté leur production de pétrole et de gaz, à la fois parce que les capacités de stockage sont pleines et afin de protéger leur infrastructure pétrolière et gazière des frappes iraniennes, ce qui est très probablement un élément transformateur, je dirais même paradigmatique à venir de l'économie mondiale à cause donc de la fermeture du détroit d'Ormuz. Enfin, il semble que les États-Unis aient sollicité à un moment les bons offices de la Russie. Je, ne, suis, je suis à peu près certain que ce ballet diplomatique en Chine entre les États-Unis et la Russie, qui se retrouve par le président Xi Jinping interposé, fait partie de cette diplomatie pour demander donc aux Iraniens de mettre je dirais, capacité de restreindre leurs frappes dévastatrices pour lever le blocus du détroit d'Ormuz, les États-Unis passant donc par la Russie. Au niveau tactique, toute opération amphibie contre l'île de Karg, par exemple, ou autre, rappelons qu'elle est au fond du golfe Persique, eh bien, nécessiterait donc d'abord de passer par le détroit d'Ormuz et une opération amphibie visant à franchir le détroit, à remonter jusqu'à Karg, serait tout à fait suicidaire. En ce qui concerne le détroit lui-même, encore plus important, parce que Karg concerne le pétrole iranien, tandis que le détroit concerne le pétrole et le gaz, et notamment GNL du monde entier, concevoir une opération pour franchir le détroit avec les moyens navals américains actuellement présents dans le Golfe, eh bien, on est dans une opération qui serait proche du suicide. Dans le Golfe, les menaces contre une force navale tentant de franchir le détroit sont multiples. Des mines, des vedettes rapides opérant depuis les grottes sur la rive nord, les drones, les missiles balistiques, les missiles hypersoniques, de l'artillerie terrestre, parce que le détroit est assez étroit et se trouve à portée de tir depuis la côte iranienne. Il semble vraiment très compliqué pour les Occidentaux et les États-Unis en particulier de faire face à toutes ces menaces. Et puis, pour maximiser malgré tout les faibles chances de succès, il faudrait d'abord sécuriser, grâce à des forces terrestres, la rive nord du détroit. Ça poserait un autre problème. Il est peu probable qu'un pays arabe accepte que son territoire serve de base pour une attaque terrestre contre l'Iran. Et la seule autre alternative serait donc un débarquement amphibie sur la côte iranienne, juste à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Et une telle opération serait elle aussi extrêmement risquée. Il faudrait faire face dès l'approche à toutes les armes précédemment mentionnées. Il n'existe aujourd'hui quasiment que deux types de navires. C'est une blague, bien sûr. Les sous-marins et les cibles. Nous savons que les navires peuvent être vulnérables aux drones, mais ils peuvent aussi se défendre contre eux. Les tromper, les abattre, bénéficier d'alertes précoces grâce aux radars embarqués et aux avions américains. En revanche, nous ne savons pas encore vraiment s'ils peuvent faire face aux missiles balistiques ou hypersoniques, ni d'ailleurs si ceux-ci peuvent être assez précis pour toucher un navire en mouvement. Si ces missiles disposaient d'un guidage terminal suffisamment précis, alors les navires pourraient être frappés, ce qui changerait complètement le calcul. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des guidages terminaux pour les missiles hypersoniques. Et qui plus est, il y a une différence de prix entre le système anti-missile et le missile lui-même. Dans les faits, eh bien, la force amphibie potentielle devrait accepter de découvrir en direct si cette menace est réelle. Ça ne concerne pas seulement les porte-avions, mais tous les navires de surface. Dans une opération amphibie, il faut notamment des navires de type Landing Helicopter Dock qui ressemblent à des porte-avions. Il faut et bien sûr débarquer les troupes. Une fois à terre, ces forces seraient exposées aux mêmes menaces que n'importe quelle base américaine de l'autre côté du Golfe. Les pertes en hommes et en matériel seraient très élevées. Supposons même, admettons même, c'est le dernier point de ma note strictement militaire,
Supposons même le contrôle réussi de la rive nord du détroit. Les forces resteraient vulnérables aux missiles balistiques ou hypersoniques, et même si elles ne sont pas parfaitement ciblées, cela pourrait être tiré en salve dans une zone très étroite, ce qui augmenterait forcément les chances de toucher un navire américain, point de vue que partage sûrement la marine américaine. Ce n'est pas une opération dans laquelle elle souhaite s'engager. Il est donc assez ironique de constater que le président américain, après avoir lancé cette guerre seule avec le Premier ministre israélien, ait demandé maintenant à ses alliés de l'aider à ouvrir le détroit. Je ne vois pas pourquoi les alliés le feraient. Les chances de succès, on vient de le voir, sont infimes, les risques d'échec sont élevés, et cela ne peut avoir qu'un effet d'engrenage en intensifiant la guerre. Nous savons en plus que les Européens ont déjà refusé. Le détroit d'Ormuz, 30 km de large à son point le plus resserré, quelques rochers arides, quelques îles inhospitalières, et c'est pourtant ici que bat le pouls énergétique du monde, avec plus de 25 000 passages de navires par an. Entre Oman et l'Iran verrouille la plus importante artère pétrolière du monde parce qu'il y voit transiter les hydrocarbures, gaz, pétrole d'Iran, d'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, du Bahreïn, des Émirats arabes unis. 20 millions de barils en moyenne par jour, ça pèse environ 1 milliard de tonnes par an. On s'approche du tiers de la consommation mondiale. Quand ce passage est bloqué, comme aujourd'hui, c'est 20% du commerce de pétrole et de GNL mondial qui risque de rester à quai. De plus, l'utilisation de cette route maritime demeure la seule alternative. Contrairement au pétrole qui peut utiliser des pipelines vers Yanbu, par exemple, le gaz ne dispose pas de solution alternative. Pour assurer sa fluidité, la quasi-totalité de ce trafic est donc réalisée par des méthaniers. 80% de la production du gaz des pays de la région partent en direction de l'Asie. 20%, c'est le pays européen et dans une moindre mesure le Koweït. De plus, les capacités de liquéfaction en dehors du golfe Persique atteignent leurs limites très rapidement. En quelques heures, donc le prix du baril s'est envolé, menaçant des économies entières, le carburant à la pompe pour des particuliers situés à l'autre bout du monde. Et tout ça est devenu vraiment, comment dirais-je, déstabilisant au terme le plus fort pour l'économie mondiale. Donc on peut dire qu'Ormuz est l'un des détroits les plus stratégiques du monde, et depuis la guerre Iran-Irak, au gré des tensions régionales, il a été le théâtre de multiples crises contre les pétroliers. Face à cet enjeu majeur, eh bien, les États-Unis ont même été obligés de recréer leur cinquième flotte pour la baser au Bahreïn afin de tenter de sécuriser cette route maritime. Le contrôle, qui plus est, des deux points de passage essentiels pour la navigation et le commerce international, que sont les deux corridors stratégiques pour les ressources énergétiques. J'ai dit le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb ensemble est tout à fait remarquable parce que l'on sait le lien qui existe entre Téhéran et les Houthis au Yémen pour la surveillance de ces deux voies de passage. Ces deux détroits représentent une chaîne logistique interconnectée qui fait partie d'une même route maritime. Le pétrole et le gaz naturel liquéfié, GNL, extraits dans le golfe Persique, passent d'abord par le détroit d'Ormuz, puis par la mer d'Arabie, avant de franchir Bab el-Mandeb pour atteindre la mer Rouge, le canal de Suez et enfin l'Europe ou d'autres destinations internationales. Toute perturbation dans l'un des deux détroits affecte directement le flux énergétique mondial. Le blocage d'Ormuz réduit donc fortement l'exportation de pétrole du Moyen-Orient, tandis qu'un blocage en mer Rouge et dans le golfe d'Aden contre des navires marchands jusqu'à Bab el-Mandeb affecterait la livraison vers l'Europe en forçant les navires à contourner l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance. On voit ainsi, en multipliant, en additionnant tous ces facteurs stratégiques et tactiques, que Téhéran a établi pour l'instant une véritable maîtrise du scénario, de la gestion stratégique du détroit d'Ormuz et des routes de contournement potentielles dans un très grand nombre de ces éléments essentiels. Je vous remercie.